Donc ce mois-ci, c'était la thématique pattern, que nous, on a décidé d'interpréter en tant que modèle. Donc on les a vus comme les modèles de gouvernance qui encadrent les nouveaux développements technologiques. Et on s'est dit que ça faisait sens, du coup, d'inviter Benjamin Gollon, parce que Benjamin Gollon se présente un peu comme un critique de la technologie, questionnant justement ces modèles de développement mis en place et leurs failles. Donc notamment avec l'obsolescence programmée, la société du jetable, le droit d'auteur ou encore la protection des données. Voilà. Il explore ces sujets à travers le hacking et le recyclage, et il a fondé en parallèle un collectif, le collectif No, dont il parlera davantage, j'en suis sûre. Voilà, je te laisse la place pour la suite. Merci. Alors, il y aura des petites images qui flashent. Voilà, si vous avez des problèmes, ça, fermez les yeux. Donc, mon artiste, c'est Recyclism, recyclage. Enfin, l'idée de recyclage est importante, mais disons que ma pratique, comme Catherine a expliqué, se déploie sur 3 domaines. Donc, la partie artistique, l'enseignement et la production culturelle. Donc, on est dans le thème aussi de l'événement. Et je considère que toutes ces pratiques, en fait, s'informent les unes des autres, et j'essaie d'utiliser ces modes d'expression différents pour parler finalement de la même chose assez souvent. Donc, qu'est-ce que c'est que alors, je vous ai mis un petit schéma, vous n'allez pas le voir pour ceux qui sont loin, c'est l'histoire des idées, l'histoire de l'art, tout ça, donc c'est assez compliqué, mais on va dire que dans la période plus postmoderne, récente, moi je suis là, voilà, dans le hacking ou la forme d'activisme. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un schéma, j'ai mis la référence en bas, qui est hyper intéressant. Donc oui, comme tu disais, les patterns sont des motifs, des modèles, des patrons. Et moi, ce qui m'a intéressé au début de ma recherche artistique, j'ai commencé il y a quelques années, on va dire presque 25 ans. J'ai commencé par le domaine créatif, je faisais du graphisme, j'étais même graphiste en agence pendant quelques années. Je suis retraité du graphisme. Et c'était les modes de création. Donc, qu'est-ce qu'un créateur? Ça peut être un designer, un scientifique, un artiste. En général, ces pratiques sont vues dans un micro-milieu, donc peu de gens comme aujourd'hui. Et finalement, ces micro-milieux deviennent l'environnement socioculturel où les médias de masse potentiellement vont extraire quelque chose qui va devenir finalement visible pour une large audience, et avec les réseaux sociaux c'est encore plus rapide on va dire, et qui va faire éventuellement peut-être partie de la culture populaire et qui va influencer donc un créateur. Donc l'idée de recyclisme, c'est pas juste du recyclage, mais c'est aussi repenser des choses, des idées, des influences, voilà. Et donc en termes de pop culture, ce qui a, comme j'expliquais, informé le début de ma pratique, c'est à quelle époque j'ai commencé. C'était avant l'an 2000, donc. Et si pour ceux qui se rappellent, à l'an 2000, on avait peur de tout perdre, qu'on allait avoir le fameux bug de l'an 2000, à 23h59, 50 secondes, on allait perdre nos données, les avions ne pourraient plus atterrir, l'électricité ne marcherait plus, etc. Alors évidemment, l'Armageddon n'a pas eu lieu, mais cette idée qu'on allait perdre nos données, et aussi que finalement toutes les données qu'on produisait étaient fragiles. Moi, je dis souvent que j'ai connu tous les formats d'enregistrement des données, que ce soit du vinyle à la cassette, au CD, au DVD, au mini-disque, VHS, etc. J'en ai perdu plein en passage. Maintenant, bon, avec le cloud, on utilise beaucoup d'énergie pour les stocker ailleurs, mais ça peut arriver d'en perdre encore. Et donc cette idée d'erreur, d'accident, de choses qui marchent pas, m'a beaucoup influencé, on va dire, dans ma pratique et dans ma recherche, et notamment par rapport aux technologies, parce que je trouve qu'elles sont souvent plus intéressantes quand elles arrêtent de fonctionner comme il faut. On se pose la question de pourquoi d'un seul coup on a un écran de la mort, une esthétique voilà, de l'erreur qui m'intéresse. Je suis aussi évidemment très intéressé par les modes de consommation, de surconsommation, Apple étant un bon exemple. Alors je suis aussi consommateur, hein, je ne dis pas que je suis au-dessus des autres. Les hommes spécialement sont très contents de leurs produits Apple, on peut remarquer. Bon, une femme, mais j'ai dû chercher quand même, c'était pas évident. Et qu'est-ce qui devient de tout ça quand on a fini de s'en servir, où ça va? Ça a fait assez longtemps que je m'y intéresse, à une époque où c'était pas facile de trouver des informations sur le sujet.
J'ai trouvé donc une organisation aux États-Unis qui s'appelle le Basel Action Network, BAN, qui en 2005 déjà avait découvert que nos disques durs, nos ordinateurs, en fait, des administrations canadiennes, américaines, en Europe, on n'était pas tellement mieux, partaient en Chine à l'époque. Maintenant, la Chine refuse les déchets envoyés de l'Occident. Et à l'époque, les disques durs étaient envoyés intacts. Donc, cette organisation a récupéré des disques durs et a pu récupérer des données de patients américains, canadiens, etc. Donc, voilà. Alors, maintenant, on fait un peu plus attention, mais ces déchets sont quand même envoyés au Ghana, au Togo, en Inde, en Chine en partie, mais de manière plus discrète, alors que c'est interdit. Hein, on n'a pas le droit d'envoyer des déchets dans un pays moins développé, mais un ordinateur, quand il est encore dans son emballage, n'est pas considéré comme un déchet, même s'il est potentiellement inutilisable. Ensuite, je me suis aussi plus récemment intéressé au mode d'extraction et comment nos machines sont faites, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors évidemment, les smartphones contiennent à peu près tous les éléments de la table périodique qu'on peut imaginer. Donc le lithium notamment, on en parle beaucoup avec les batteries de vélo électrique. Hein. Le lithium, ça a un impact environnemental énorme et un impact social évidemment, notamment au Chili. La République démocratique du Congo est actuellement en plein génocide à cause des mines, alors de toutes sortes de mines, parce qu'il y a à peu près toutes sortes de minéraux qui sont disponibles au Congo. Alors des mines industrielles, des mines plus amateurs, on va dire, pour le cobalt. Et tout ça géré par des milices et des grosses entreprises, notamment Glencore, une entreprise suisse. Alors, ils sont les Suisses, comme les Français, d'ailleurs, on fait attention à l'environnement en France ou en Suisse, mais un peu moins quand c'est ailleurs. Et beaucoup de ces terres rares viennent aussi de Chine. Alors c'est très beau de loin, mais de près c'est moins sympathique. Et donc, comme j'expliquais un petit peu le modèle de création, ce pattern de création m'a intéressé dès le début. Et puis je me suis dit aussi, mais c'est marrant avec ces fichiers qu'on produit, qu'est-ce qu'on devient de ce qu'on n'utilise pas. Finalement, quand on crée des choses, on crée plein de fichiers, on peut faire des copier-coller en pagaille, générer des milliers de fichiers pour un projet. Et finalement, tout ça finit à la poubelle. Et donc, je me suis intéressé à cette idée de poubelle. Donc, l'ordinateur sur PC, c'est carrément le recycle bin. Sur les Mac, c'est la poubelle. Et je me suis dit, c'est marrant, cette métaphore de la poubelle et du bureau et des dossiers, tout ça, c'est une métaphore du monde physique qu'on a besoin d'utiliser pour comprendre en fait ces machines qui sont assez abstraites, parce que en fait, un mode plus bas, on va dire, c'est des 0 et des 1. Mais nous, humains, on a besoin de métaphores en fait pour déplacer les choses avec une souris, ce qui est vraiment pas pratique. En vrai, si vous utilisez le terminal, vous pouvez faire la même chose beaucoup plus vite. Et donc cette idée de poubelle m'a intéressé, et donc j'ai voulu créer un projet. Alors au départ, je voulais faire un programme, mais je n'étais pas capable, qui allait automatiquement envoyer vos poubelles, si vous installiez le programme, sur un site à moi. Alors évidemment, ça pose des questions éthiques, mais puis c'était compliqué techniquement. Donc j'ai fait un système de volontariat, c'est-à-dire comme les déchetteries, les personnes allaient déposer leurs poubelles sur mon site et ces poubelles étaient triées donc par texte, image animée, son. Donc comme une déchetterie, hein, on va trier nos déchets et puis après on autorisait d'autres personnes à venir récupérer ces déchets pour faire des projets, des images, des vidéos, du son, etc. Avec cette idée de sample, quoi, de sampler donc ce diagramme qui est une référence au NetArt, pour ceux qui connaissent le NetArt, qui dit que l'art se passe entre deux ordinateurs, l'art est dans le cadre, quoi, la connexion entre deux ordinateurs. Bon, moi j'ai rajouté la poubelle entre. Et ce site, je l'ai fait avec l'outil le meilleur de l'époque, qui était Macromedia Flash. Et maintenant, ce site est obsolète puisque le format n'existe plus. Donc voilà, la boucle est bouclée. Vous pouvez pas voir ce site, il est obsolète. Et donc ces poubelles d'ordinateur, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est le glitch. J'ai jeté un fichier par erreur un jour et en récupérant ces données par un moyen technique que je pourrais expliquer pour ceux qui s'intéressent plus tard, j'ai récupéré un fichier glitché, endommagé. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pareil, quoi. Quand on jette un papier à la poubelle, il se composte, quoi. Il s'abîme, il se salit, etc. Quand on jette nos fichiers d'ordinateur, ils se compostent. Et donc, j'ai voulu recréer ce principe-là. Donc, je l'ai
Je l'ai fait. Alors, selon les modes de compression en fait, des images, vous allez avoir des résultats très différents. Des motifs, hein, des patterns, donc le PNG notamment, c'est très facile à reconnaître. Les GIFs, on a des déplacements. Donc, c'est vraiment à voir avec les modes de compression. Donc, en fait, ça révèle quelque chose qu'on ne peut pas voir normalement, ce qu'on appelle du data bending. Alors, moi, j'avais appelé ça corrupt, donc corruption, parce que le terme glitch n'était pas encore vraiment utilisé. Glitch veut dire glisser en yiddish. Et voilà, donc je me suis amusé à créer plein d'outils autour de ça, donc un site internet où les gens pouvaient mettre une image, ils avaient 10 images glitchées, et ça a duré quelques années, une dizaine, et après j'ai eu marre de me faire hacker mon site autant, et puis voilà, donc je passe à autre chose. Mais une des options dans un des projets que j'ai fait avec ça, qui permettait de glitcher la webcam en vidéo, me permettait de glitcher l'écran de l'ordinateur en entier. Et là, je me suis dit, ah, c'est intéressant, je pourrais faire quelque chose avec ça. Et donc, j'ai eu une idée d'un projet qui m'a amené à créer un terme qui s'appelle retail poisoning. Alors, retail poisoning, ça vient du torrent poisoning. Donc, Madonna, en 2004, a sorti un album qui s'appelait American Life. Je suis très au courant des albums de Madonna, mais surtout parce que à l'époque, on utilisait encore beaucoup BitTorrent et les systèmes peer-to-peer pour télécharger de la musique, des logiciels de manière illégale. Hein. Et comme c'était impossible d'empêcher les gens d'utiliser un système décentralisé, puisque c'est un système décentralisé, les grandes compagnies, ou des fois des artistes, ont décidé d'empoisonner le réseau. Donc empoisonner le réseau, c'est-à-dire qu'ils mettaient des faux fichiers, ou des fichiers endommagés, des fichiers... là, c'est un MP3 de Madonna, donc quand on téléchargeait son album, qui nous disait « What the fuck do you think you're doing ?» Alors, les gens ont réagi de manière assez vive, puisqu'ils ont hacké son site, ils ont mis toute sa musique à télécharger gratuitement le lendemain. Mais donc voilà, moi je me suis dit, mais c'est intéressant parce que c'est des multinationales qui nous hackent et qui nous empêchent d'utiliser un système. Et je me suis dit, est-ce que moi je pourrais pas hacker le capitalisme à mon échelle? Et donc j'ai créé ce projet qui s'appelle Court Desktop. Donc là, on est à Chicago en 2012, au Glitch Festival. Et donc le jeu, c'est d'aller installer mon logiciel sur le plus d'ordinateurs possible. J'ai renommé mon logiciel Safari avec l'icône de Safari et je l'installe donc en remplaçant le Safari du dock par mon Safari. Alors aujourd'hui, c'est plus possible puisqu'Apple a fermé le système et on ne peut pas installer ce genre de choses. Mais à l'époque, c'était possible. Alors bon, je n'ai pas arrêté le capitalisme, hein, mais j'essaie. Un ordinateur à la fois. Voilà, puis j'efface l'historique aussi, j'avais un peu peur d'avoir des problèmes quand même, et je m'en vais. Voilà. Donc je l'ai fait dans pas mal d'endroits, puis j'ai invité d'autres gens à le faire, etc. Une autre influence de ma génération, de ma culture, c'est les jeux vidéo. Alors j'avais pas la NES, j'avais la Sega Master System à l'époque, mais parce que la NES était trop chère. Et on était les seuls à avoir la NES du quartier, donc on était à 15 autour d'une console. Et un jour, dans un marché aux puces, ah oui, alors ça j'ai mis cette image-là parce que j'ai grandi aussi dans un village, un tout petit village. Et on avait une décharge à ciel ouvert à l'époque. Et c'était mon terrain de jeu préféré quand même. Je passais des week-ends entiers à fouiller les poubelles. Et donc je crois que j'ai gardé cette passion. Et donc en allant à un marché aux puces, j'ai découvert des manettes, 6 manettes. Et je me suis dit, ah ben ce serait intéressant de les connecter à mon ordinateur et puis de faire de la musique avec. Et créer une interface musicale où chaque manette soit un instrument de musique. Et avec cette manette qui est un peu l'archétype de la manette de jeu vidéo, la croix, select, start, AB. Et donc on a une basse, des percussions, des samples, une batterie, des synthés. Alors j'ai fait ça en 2004. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah je voudrais l'acheter, mais bon j'en ai fait une, ça m'a pris presque un an, c'était mon projet de diplôme. Et puis après il y a Guitar Hero qui est sorti, et je me suis dit merde, j'aurais peut-être Mais voilà, donc j'ai installé sans explication, sans écran, et les gens devaient prendre une manette et jouer et s'écouter les uns les autres, c'était pas synchronisé.
et jouer ensemble, une sorte de live à partir de samples. C'est que des samples sonores. Et donc, quelques années plus tard, en 2011, j'ai refait une version en utilisant Arduino, qui est une plateforme qui permet de faire du code, contrôler ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc, pour ceux qui connaissent, vous pouvez télécharger sur mon site toutes les instructions pour faire votre RES, Recycling Entertainment System, avec 3 manettes, puisque l'Arduino ne me laissait pas en mettre plus. Puis en vrai, au-delà de 3, c'était jamais très très bon. Voilà. Donc je joue la batterie là, en gauche, quelques années de moins. Et donc à Dublin, j'habitais à Dublin à l'époque, j'ai découvert, j'ai cherché, j'ai eu un peu du mal à trouver des rappeurs en Irlande, c'était pas trop le truc quoi. Et voilà, j'ai trouvé ces gens. Voilà. Et donc ce premier projet à partir d'électronique m'a vraiment donné, déjà j'ai appris plein de choses, compris que la manette avait 8 boutons parce que la puce qui est dedans avec 8 espaces de mémoire, donc c'est pour ça qu'il y a 8 boutons. Enfin bref, ça m'a donné envie de partager en fait, comme très souvent dans ce que je fais. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux déchets, en me disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait. Et donc avec mon prof d'électronique de l'époque, on a lancé les e-waste workshops où on se faisait inviter, on faisait des ateliers à partir de déchets informatiques, alors des imprimantes, des scanners, des jeux vidéo, etc. Et en général, on allait souvent dans des écoles, par exemple d'art et de design, qui avaient des pièces entières remplies de trucs et personne ne savait quoi en faire. Et donc, nous, on était très contents d'en faire des choses, que ce soit des interfaces, du bending. Alors, circuit bending, c'est on tord un circuit, c'est une pratique qui vise à faire des courts-circuits sur un objet électronique pour lui faire du son, de l'image. Voilà, donc, des choses un peu bizarres, avec des téléphones, des Minitel, donc je vais en parler un peu des Minitel. Et là, par exemple, c'est un Minitel, alors il n'y a plus vraiment le reste, vous voyez, le clavier est là, et il y a une puce qui contrôle les caractères, et si on fait des courts-circuits, ça se met à afficher des choses de manière un peu bizarre. Voilà, donc ça c'est le e-waste workshop. Et de ça m'a donné envie moi de faire une installation, parce que quand on faisait ces workshops, on finissait avec des tables remplies d'appareils, des fils partout, je trouvais ça super beau. Mais moi je travaillais, j'étais pas en train de faire des projets. Donc je me suis dit, moi je vais faire du circuit bending et m'amuser avec tout ce que j'ai dans mon atelier, j'en avais beaucoup. Et donc j'ai créé le projet Refork Media, où l'idée c'était de prendre tous ces appareils. Alors justement, c'était aussi le passage de l'analogue au digital. Donc on avait plein de caméras vidéo, de télé à tube cathodique, des caméscopes, des VHS, etc., qui étaient jetés. Et je me suis dit, c'était une mine, quoi. Et puis surtout, ça ne coûtait rien. Comme j'avais pas les moyens d'acheter des trucs neufs, je me suis dit, je vais prendre des choses plus anciennes. Donc voilà, c'est un peu le point de départ. Et puis ça finit vers quelque chose de une ligne comme ça. Qui est à la fois une sorte de timeline, une visualisation sonore, chaque appareil est connecté à un autre, ça fait du son, ça fait de l'image. J'aime bien l'idée de sampler, mais en hardware, donc on sample des objets, quoi. Un peu l'idée du détournement de bord et d'autres. Il y a des Amstrad, des Atari, des caméras, et tout fait quelque chose. Il n'y a rien qui est là pour faire joli. Il y a une fonction, voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est actif. Alors parfois on utilise des moteurs, des choses pour activer. Je dis on parce que j'ai invité d'autres artistes à collaborer, parce que je l'ai fait tout seul le premier coup, mais finalement c'était plus drôle de le faire avec d'autres. Et ça c'était notre première version. Au départ je voulais qu'on fasse 1 km de long, mais on n'a pas trouvé la galerie ou le musée pour nous inviter, mais donc on l'a fait, voilà. La corde faisait une dizaine de mètres, enfin, ça devait être à la Gaîté Lyrique il y a 2011, ça faisait au moins 15-20 mètres. Et après, voilà, on l'a fait un petit peu partout. C'était vraiment le moment où les télés cathodiques étaient faciles à trouver. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, on en a beaucoup moins dans les dernières versions. Ça nous a emmené jusqu'en Chine, où on l'a présenté. Alors là, ils ont dû importer des télés, parce que nous, on voulait pas envoyer un conteneur de déchets pour faire une expo qui parle des déchets. Enfin, c'était pas... Donc, on n'a emmené qu'une partie du travail, et puis on leur disait, trouvez des choses en local qu'on utilisera.
Et sauf que comme il n'y avait pas de télé cathodique en Chine depuis très longtemps, ils ont dû importer du Japon des télés. Bon, après, on avait quand même des télés Ghetto Blaster magnifiques qu'on a demandé à garder, mais on n'a pas pu. Taïwan, alors Taïwan c'était aussi intéressant parce que beaucoup des circuits qu'on utilisait venaient de Taïwan, même s'ils font plus d'électronique, parce que tout est plutôt fait en Chine maintenant. Et on fait aussi les marchés aux puces locaux à chaque fois, donc on essaye de rajouter des éléments locaux, quoi. Et ça, c'est une des dernières versions en 2019 où là, on a des écrans plats parce que les tubes cathodiques, c'est quasiment fini, quoi. Ouais, je vais accélérer un petit peu. Vous me dites dans les temps comment je suis. Ça va? Bon, alors je vais vous montrer ça vite fait. Donc, retail poisoning, un autre retail poisoning, c'est les Kindle. Donc, vous savez, les Kindle qui sont les liseuses, ce qu'on appelle du e-paper. Donc, les Kindle, en fait, c'est une sorte d'imprimante. C'est-à-dire que vous imprimez chaque pixel avec une valeur de gris. Et une fois que c'est imprimé, l'image reste. Il n'y a pas besoin d'électricité. Ce qui fait que quand il casse, c'est la dernière image qui s'affiche, reste pour toujours. C'est l'image de mort, un peu cette idée qu'on imprime dans la rétine, la dernière image qu'on voit. Là, c'est l'image de mort du Kindle. Et quand j'ai trouvé ça chez des amis, ils m'ont dit, ah non, il est cassé, Amazon nous en a envoyé un neuf, et ils veulent pas récupérer l'ancien, parce que de toute façon, c'est pas réparable, et ils veulent pas gérer le déchet, quoi. Du coup, je me suis dit, c'est un peu trop parfait, quoi, parce que c'est un glitch, c'est de l'obsolescence programmée, qu'est-ce que je peux en faire? Et à côté de mon atelier, il y avait un atelier de gravure laser qui venait de s'installer. Du coup, je l'ai signé au laser. C'était une petite référence. Alors, pour ceux qui ont connu, Apple a sorti je crois que c'était un iPod avec U2. Ils avaient signé au laser les membres de U2 et l'album était dans l'iPod et on ne pouvait pas effacer l'album de l'iPod. Je crois que U2 s'en est excusé récemment pour dire que c'était vraiment abusé. Et donc voilà, c'était un peu une petite blague. Et après je me suis dit je vais les revendre sur Amazon. Donc voilà, retail poisoning. Je vends du déchet sur Amazon en espérant qu'ils m'envoient leurs avocats et que j'ai du problème parce que ça aurait vraiment fait de la pub pour mon projet. Mais non, j'ai pas eu de problème. Donc, je les ai pas vendus. J'en ai vendu à des gens qui les ont collectionnés, mais en direct, parce que j'ai pas envie de donner de l'argent à Amazon. Voilà. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une œuvre d'art numérique sans pile. Et c'est pas souvent. Quand on voit la grosse install, on avait beaucoup d'électricité. Et donc, j'ai parlé du Minitel. Et donc, en ayant fait beaucoup d'expérimentations avec, on va dire, du circuit learning, de hacking, et on arrivait aussi en 2012 au moment où les Minitel ont été arrêtés. En fait, le réseau a été arrêté. Il faut savoir que le Minitel appartenait à l'État. On était locataire, enfin, on les louait. Et quand l'État a arrêté le réseau, ils les ont donnés aux utilisateurs parce qu'ils ne voulaient pas gérer la dépollution de millions de Minitel. Du coup, tout le monde en a. On a aussi récupéré des Minitel neufs dans les cartons par France Télécom parce qu'ils cherchaient à s'en débarrasser. Et comme nous, on faisait des projets artistiques avec, ils ont dit allez-y, prenez. Donc on a eu carrément, j'ai eu une palette livrée en Allemagne pour un workshop. Et avec un ami, donc Jérôme Sinclair, qui est un développeur, on a eu l'idée de créer un collectif qui s'appelle IoDT, donc the Internet of Dead Things Institute, où l'idée c'était de redonner vie au Minitel. Alors il faut savoir que moi j'avais acheté theinternetofdeadthings.com il y a 10 ans peut-être, quand The Internet of Things était sorti. Je me dis moi je vais acheter The Internet of Dead Things. C'est une des pratiques du NetArt, c'est on achète des noms de domaine et puis on les garde, on les paye pendant des années et puis finalement j'ai trouvé un projet. Et donc on s'est dit voilà, on va partir du constat que on arrive à la fin des ressources minérales, minerais, le cuivre notamment, il y en a de moins en moins. Bref, on est dans un modèle de surexploitation de la planète, mais on a des choses qui sont là et on n'en fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces Minitel, sachant que, comme je disais, il y en avait 6,4 millions en France. Nous, on a dit on va les mettre sur le web. Donc on va les connecter. Donc on a créé Minitels, SE pour système d'exploitation. Et donc en utilisant ce qu'on appelle un Raspberry Pi, qui est un petit ordinateur monocarte qui est un peu l'équivalent de ce que vous avez dans votre téléphone, en branchant un câble qu'on a fait nous-mêmes derrière avec des ressources qu'on a trouvées sur Internet, il y a d'autres gens qui ont travaillé sur le Minitel, on peut contrôler l'écran, le clavier et s'en servir. Donc là,
je suis dans mon café local à Paris, connecté sur les réseaux Wi-Fi. Donc ça, c'est le Minitel, la tour Eiffel pour faire l'icône. Et après, on les présente dans des faux Apple Store, donc en mode, voilà, le mini store. Et il fonctionne. Alors, on est obligé de mettre des petites instructions parce qu'il n'y a pas de souris. Tout est au clavier, puisqu'il n'y avait pas de souris sur le Minitel. Et on a rajouté quand même un casque, alors qu'on a pris un casque un petit peu 80s pour l'esthétique, parce qu'il n'y avait pas de son sur les Minitel, mais nous, on peut avec le Raspberry, donc on s'est dit, on va mettre quand même une web radio, on peut écouter des MP3, enfin bref, il y a des options. Et là, c'était en Pologne, donc on l'a envoyé en Pologne pendant le Covid. Donc on a dû faire un système qui peut s'installer sans nous. Donc on a tout un réseau, on peut installer les Minitel. On a voilà 2 flight cases avec les Minitel, avec une app pour contrôler le réseau. On est d'ailleurs sur la fin, j'espère, ça fait 2 ans que je suis dessus, mais sur un livre qui va s'appeler The Internet of the Things, avec des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle l'archéologie des médias, l'obsolescence programmée, le hacking, voilà, un certain nombre de contributeurs universitaires, internationaux. Et pour finir, en tout cas, cette série de travaux autour du hacking, détournement d'objets physiques, on va dire, et ça a commencé cette série au moment du confinement, du Covid, après avoir été enfermé pendant quelques mois et plus vraiment travailler, j'ai commencé à tourner en rond et j'ai commencé à réfléchir finalement, qu'est-ce que c'est que la fin de vie en fait, la fin de vie des humains ou la fin de vie technologique. En fait, il y a 2 sortes de fin de vie. Il y a la fin de l'utilisation, ce qu'on appelle l'obsolescence, et il y a la end of life qui est vraiment quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est cassé quoi. Donc quelque chose qui marche, mais qui n'est pas utilisé, c'est vivant, mais c'est obsolète. Donc on pourrait en faire quelque chose, comme les Minitel par exemple. Quelque chose qui est entre le cassé, le vivant, etc. C'est peut-être Reflex Media, cette installation avec plein d'appareils connectés les uns aux autres. Et puis quand c'est vraiment mort, quand on ne peut plus rien en faire, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Le recyclage. Alors, le recyclage, de manière générale, n'existe pas vraiment. Le plastique n'est pas recyclé. Il faut savoir qu'en France, le plastique, les poubelles jaunes qu'on trie, ça sert à être brûlé pour faire du ciment, dans les cimenteries notamment. Alors, on m'a expliqué qu'avant, on importait du charbon d'Australie. Donc, c'est vrai que c'est mieux de brûler les poubelles pour faire du ciment que d'importer du charbon d'Australie. Mais bon, en fait, il n'y a pas de recyclage. Le recyclage, c'est de la destruction, c'est une autre forme d'extractivisme. Donc ça, c'est une entreprise en Chine qui commence maintenant, parce que comme les ressources commencent à être limitées et que ça commence à coûter cher de faire du cuivre, de récupérer de l'or, etc. Et puis il faut savoir que dans les circuits imprimés, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de minerais. Bon, il y a des entreprises qui commencent simplement à faire du recyclage, c'est-à-dire la destruction. On va broyer et puis on va séparer les minerais et les différents éléments. Donc ça m'a beaucoup inspiré. J'avais envie, alors évidemment, je n'ai pas l'accès à ce genre de matériel. Donc c'est broyé, de plus en plus fin, pour arriver à des poudres. Et puis on va récupérer là du cuivre, par exemple. Donc, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Pareil pour l'or, on peut récupérer de l'or de certains composants avec produits chimiques. Alors moi, j'ai fait un peu la même chose, mais à mon échelle. Donc, alors au début, j'ai commencé pendant le confinement, donc j'avais un broyeur à papier. Alors bon, il n'a pas tenu hyper longtemps, mais j'ai fait pas mal de choses avec. Et donc là, je suis passé à une scie, une presse pour casser des choses un peu trop dures et trop qui doivent être réduites. Ça, c'est un broyeur pour les branches, le jardin. Je filtre pour que ça soit assez fin. Alors évidemment, j'utilise des masques complets, parce que c'est assez. Et après, j'utilise un pistolet à chaud pour ramollir les plastiques et faire un certain nombre de projets. Et donc le dernier en date, c'est ce que j'appelle core sample, donc qui sont des carottes géologiques qui en fait sont une sorte d'imaginaire spéculatif d'archéologie post-anthropocène, post-humain. Dans 10 000 ans, quand on sera tous plus morts, et que je sais pas, une autre entité viendra voir ce qui s'est passé, ils feront du carottage et ils découvriront des tonnes de déchets, de plastique, d'ordinateurs.
Et donc, je crée ces artefacts avant qu'ils arrivent. Et puis, c'était aussi pour, finalement, quand je fais mes ateliers, ce qui reste souvent, c'est les carcasses, quoi, le plastique, les emballages, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, voilà, j'ai décidé d'en faire quelque chose. Donc, ça, c'est mes différentes étapes. Ça, c'est un tuyau de poêle. Et puis, voilà, donc je fais des carottes, une sorte de carottage à partir de tous ces déchets compactés. Et la prochaine étape, je suis en train de, j'ai pas encore trouvé comment faire, si je voudrais les couper dans la longueur, pour qu'on puisse voir comme font les géologues, pour voir les couches, etc. Mais là, c'est très compliqué, parce que j'ai fait à la scie en métaux et j'ai mis genre 4 lames dans un tout petit morceau, donc c'est pas encore ça. Voilà. Ok, ça va, je suis 5 minutes. Ok, bon, je vais aller vite. Donc, j'organise aussi un certain nombre de choses, où j'explore les mêmes thèmes. D'abord à Dublin, puis à Paris. Heating, extraction, propaganda, innovation, resilience and resistance, extraction, pollution, tourism, fines, stuff, love. Donc là, ce festival donc, qui s'appelait Refrag, à Paris, on a fait 4 ou 5 années. Le thème, c'était Cradle to Grave, donc c'est le Life Cycle Assessment, l'analyse de cycle de vie en français, donc qui regarde comment on produit quelque chose du design à l'extractivisme jusqu'à les étapes de fabrication, les transports, l'utilisation et puis la fin de vie. Et donc j'avais invité un certain nombre d'artistes, de chercheurs, d'académiques à parler de ces différentes étapes. Et ce festival, en fait, a amené à la création de notre collectif, NO, avec Dasha, qui est ici, Dasha Ilina, qui est aussi l'artiste, qui elle travaille. Alors, moi, je travaille, on va dire, sur l'impact plutôt environnemental des technologies. Elle travaille plutôt sur l'impact social des technologies, mais aussi sur l'impact sur le corps. Notamment, elle a fait tout un projet sur l'utilisation du smartphone, sur les problèmes physiques que ça peut représenter, etc. Et aussi les imaginaires autour des technologies. Et donc, on organise cette Summer School à Nevers 58. Les gens connaissent Nevers. Moi, j'ai fait mes études là-bas, enfin une partie de mes études là-bas, mon lycée, puis après un BTS. Et je suis parti plus loin possible pour revenir finalement 20 ans plus tard, organiser une Summer School, un festival, qui est donc du 1er au 14 juillet, tous les ans. Ça va être notre 5e année cette année. Et on fait donc de l'électronique, puisque l'idée c'est critiquer les technologies, mais pour ça il faut les connaître, les maîtriser. L'idée aussi c'est de créer des nouveaux imaginaires, en fait de s'approprier tous ces outils-là et de pas se laisser dicter ce qu'on doit faire par les mêmes personnes qui sont en Californie, qui sont des hommes blancs, dans certains types de démographiques, on va dire, qui ont un imaginaire très limité et qui aussi ne prennent toujours en compte comme si cette planète n'avait pas de fin et de ressources illimitées. Donc on fait pas mal de live coding. Alors si on a le temps, je vous montrerai un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire de l'introduction au code, mais en faire du son, de l'image en temps réel, des performances, de la musique, des débats, des discussions. Des rencontres et concerts, performances, donc ça c'est live coding. Et à la fin des 2 semaines, il y a un festival qui s'appelle No Return, No School Never, No School Never, No Return. Et No Return, c'est une restitution de ce qu'on a fait pendant 2 semaines, aussi des gens qu'on invite exprès, concerts, débats, discussions, une expo. Et ça, c'est du 12 au 14 juillet cette année, donc ça c'est ouvert. La No School, c'est plein. Voilà. Mais vous pouvez passer, si vous voulez, à Nevers. C'est pas cher d'être à Nevers. Et puis, du coup, je gère ce lieu aussi qui s'appelle Usani, qui a été créé par une artiste congolaise qui s'appelle Michel Magema. Donc, Usani, ça veut dire art en swahili. Et c'est là où on fait la No School et puis d'autres choses. Voilà. Et j'enseigne aussi toutes ces questions-là avec des élèves, que ce soit à Sciences Po, ou à l'ENS, ou avec des ingénieurs. Donc, j'essaie d'aborder ces questions-là dans des contextes très différents. Et voilà.
Donc rapidement, pour ceux que ça intéresse, le live coding, c'est quoi? Alors le live coding, le principe, ce que ça veut dire, c'est faire du code en temps réel. Donc, il y a différents outils qui existent depuis très longtemps, mais une des, des manifestations de ça, c'est ce qu'on appelle les algorithmes, donc algorithme rave, qui existent depuis plus de 10 ans. Notamment, le terme a été inventé par Alex McLean, qui est un développeur, musicien anglais. Mais il y a aussi des versions en France, notamment il y a le Cookie Collective, qui vous devriez en inviter un coup parce qu'ils sont super, ils font du live coding en France et un peu partout. Et donc le live coding, ça peut être pour faire du son. Alors il y a un outil qui est très connu qui s'appelle Tidal Cycle, enfin non, très connu, pour ceux qui connaissent, que vous devriez connaître, qui s'appelle Tidal Cycle et qui permet de faire du son en temps réel. Alors, on peut le faire dans son, son éditeur type éditeur HTML, quoi. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Ah, le son ne sort pas du bon endroit. Bon, attends, je vais passer dans le navigateur, ça devrait être bon. Non, mais voilà. Donc, en gros, vous écrivez, je veux créer un son, vous dites les différents types de sons. Alors, bass drum, BD, snare drum, hi-hat, c'est les différentes parties d'une batterie. On peut aussi utiliser, c'est des samples en fait, c'est des fichiers sons. Donc voilà, on peut changer. On peut faire des séquences dans des séquences, parce que l'idée de cycle, c'est qu'il y a un cycle, une boucle, et plus on met de choses dedans, plus ça va vite. Mais c'est toujours la même boucle, en fait. Donc, voilà, par exemple. Voilà, donc on peut aussi... voilà, je sais pas, on peut faire du piano, hein. C'est pas que de la batterie. Voilà, on peut mettre des effets, on peut jouer sur le gain. Donc voilà. Et puis après, si on développe un peu le truc. Donc là, c'est une version un peu plus développée. Voilà. Et il y a comment on appelle ça, un générateur de voix. Vous voyez là le texte, il va le dire à un moment. Et donc ça, c'est une nouvelle version qui s'appelle Straddle, qui permet aussi de visualiser en fait. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est Straddle, qui est en fait une version. C'est pas mal. Hein. Qui est, voilà, et c'est pour ceux que si ça vous intéresse, vous allez sur straddle.cc et puis là il y a tout un tas de tutoriaux, d'explications. C'est vraiment des outils open source, communautaires, comme tout ce que j'utilise et un peu dans l'éthos de ce qu'on fait avec la No School. Et j'ai pas mentionné, mais tous mes projets qui est un peu de code, on fait pas beaucoup, mais ils sont open source. J'essaye de partager, quoi. Ça fait partie de la culture. Le Hacker Manifesto dit qu'aucun problème ne devrait être résolu 2 fois. Donc c'est cette idée que quand on a passé du temps à résoudre un problème, il faut partager pour que les autres puissent s'en servir et avancer. Donc voilà, on peut faire des trucs plus complexes. Et il y a aussi Hydra. Donc Hydra, c'est la version visuelle qui permet de faire du live coding visuel. Et donc là, vous voyez le code. Qui contrôle ce qu'il y a derrière. Là, je peux aussi changer des choses. Je sais pas trop ce que je fais.
Là, c'est les couleurs, là, c'est le type de kaléidoscope. Donc, si je mets un chiffre plus élevé, là on a 8. On peut faire des petits changements aléatoires, voilà, comme ça. Et puis, charger un autre code, etc. Et je vais finir sur P5 Live. Alors, P5 Live, c'est un autre outil de live coding qui a été créé par, je vais baisser ça, qui a été créé par Ted Davis. Ted Davis sera à la New School cette année où il va enseigner P5 Live et va faire une performance. Et il vient de gagner aujourd'hui ou hier le Swiss Design Award pour ce projet. Donc voilà, on a le award-winning software à la New School cette année. Et donc c'est un outil qui permet de faire du code. Alors c'est basé sur P5, donc processing, hein, pour ceux qui connaissent, mais ça permet aussi de travailler à plusieurs personnes. Donc là, vous voyez, en fait, ça représente l'interface de la même chose qu'on a là. Le code est toujours évidemment disponible sur le côté et on peut tout modifier, quoi. Et on peut aussi travailler à plusieurs personnes en même temps. Donc c'est un peu comme Google Doc ou quoi, et on peut faire du live coding en équipe, visualiser, le mettre en plein écran. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Voilà, je pense que c'est bon.